Le titre de mon intervention, c'est Une nouvelle dimension migratoire des relations euro-méditerranéennes, le rôle géopolitique de la Tunisie. Je vais essayer d'expliquer la raison de ce titre et en plus, je cherche de me concentrer sur le concept de populisme. J'ai trouvé super intéressant l'intervention en ce qui concerne le populisme et le nationalisme migratoire en Tunisie. Et à partir d'hier dans l'après-midi, quand M. Mabrouk a nous introduit en ce sujet-là, je considère ce sujet très intéressant pour au moins deux raisons. La première est que nous confirme le populisme migratoire en Tunisie, nous confirme qu'il y a et que nous avons entre les deux rives de la Méditerranée des choses en commun. Parce que nous avons le populisme migratoire en Europe, nous avons le populisme migratoire en Tunisie. Donc il y a quelque chose qui peut-être, et je sais bien qu'on a beaucoup de meilleures choses à partager, mais on sait qu'il y a aussi ce sujet. Et je trouve très intéressant, et ça est la deuxième raison pour laquelle je trouve très intéressant le populisme migratoire en Tunisie, parce que si on étudie les raisons du populisme, peut-être, on pourrait essayer de trouver quelques solutions à les nouvelles logiques et à les nouvelles dimensions migratoires des relations euro-méditerranéennes. Donc, à mon avis, la question concerne les nouveaux outils théoriques qu'on a besoin pour trouver des solutions à les nouvelles dimensions migratoires des relations euro-méditerranéennes. Donc, ma question est surtout face à la montée du populisme migratoire, quelle est la solution? C'est un sujet que je considère très intéressant parce que j'ai aussi publié en 2014 un livre sur ce sujet intitulé Marine Le Pen et Co. Populisme et néopopulisme en Europe, avec un entretien que j'ai fait à Madame Le Pen en 2014. La thèse était très simple. J'avais écrit avec l'autre auteur que si la gauche si la gauche continue à sous-estimer les contradictions de la globalisation et de l'immigration, il perdra tous les tournants électoraux. Et surtout, la gauche perdra la mission principale de la gauche, qui est celle de respecter et de protéger les plus fragiles dans la société où on vit. Et on sait bien qu'après 10 ans, en fait, Marine Le Pen a gagné beaucoup de votes. On sait bien que si on garde la géographie électorale de l'Europe, beaucoup de pays sont gouvernés ou ils sont beaucoup de forces populistes. Je pense à l'Hollande avec M. Geert Wilders, je pense à la Suédoise avec M. Jimmy Åkesson, je pense aussi à la Grande-Bretagne de Nigel Farage avec l'UKIP, je pense oui aussi à l'Italie un peu avec Meloni, mais on a commencé avec le Movimento 5 Stelle, c'est là le vrai populisme, et après arrivé là, parce que les premiers Movimento 5 Stelle étaient sécuritaires, super sécuritaires, en ce qui concernait la migration. Donc, c'est à mon avis, donc la question est qu'est-ce qu'on doit faire, en considérant que ce sujet est un sujet qui n'est pas seulement européen, seulement du Maghreb, mais aussi des États-Unis. On sait bien que M. Trump a vaincu le deuxième mandat, non? Et il avait gagné
grâce à beaucoup de votes aussi, non, qui a gagné pour la sécurisation de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Je cherche avec vous ce matin de débattre avec vous en ce qui concerne quelques idées reçues, pas seulement par les livres que j'ai publiés 10 ans avant, mais utilisant beaucoup de littérature scientifique internationale qui propose des solutions bien plus innovantes de la politique migratoire de droite et de gauche qui est en ce moment et qui on registre dans le monde. La première idée reçue, à mon avis, est que l'immigration, je parle d'immigration, pas de réfugiés, donc je parle seulement d'immigration en ce moment, l'immigration est surtout un enjeu économique. Et par contre, on parle toujours des questions et des idées, des projets politiques, administratifs. Donc il y a M. Meloni, ou il y a des autres politiciens qui proposent qu'ils veulent fermer les frontières, mais en même temps, il y a beaucoup d'immigrés qui travaillent et qui arrivent entre nous, non, en sous-marché, parce que notre économie, l'économie européenne, l'économie italienne, a besoin de main-d'œuvre. A besoin de main-d'œuvre et surtout, ils sont les entrepreneurs qui ont besoin de main-d'œuvre. Donc, c'est ça une question très importante en considérant qu'il y a aussi une asymétrie entre la dimension mondiale de l'immigration comme phénomène global et la réponse qui est toujours nationale. Donc, moi je pense à l'Union européenne parce que je viens de l'Europe, mais je pense aussi à le Maghreb, où se trouve et qu'il a devenu l'Union du Maghreb arabe, par exemple. Non? Il était en 1989 quand l'Union du Maghreb arabe était créée et après il a fini en 2-3 ans. Et le rôle de l'Union africaine, non, en même temps, non, il faudrait investir, non, un peu plus sur du dialogue non bilatéraux, mais multilatéraux. Donc on a besoin de réponses globales à un phénomène qui est global. C'est une chose que la criminalité organisée a bien compris. C'est la raison pour laquelle, par exemple, l'Afrique du Nord est devenue une plateforme pour l'immigration de l'Asie vers l'Europe. Il y a Pakistan, il y a Bangladesh, il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans le nord du Maghreb et arrivent ici grâce à une extraordinaire organisation criminelle qui va organiser ces voyages du Pakistan ou du Bangladesh ici et après au nord de l'Europe. Donc ça c'est un premier souci. Le deuxième souci est que on a donc l'économie qui est ouverte à tous les immigrés, mais on a la société qui est fermée. On a peur. Et il s'agit de quelque chose qui a été bien expliqué par Saskia Sassen dans un livre qui était intitulé Globalized and Discontent. Il faut dire clairement que l'immigration est un phénomène très moderne et comme tous les processus de modernisation, la migration, il y a personnes qui gagnent de l'immigration et il y a aussi des perdantes dans notre société. Il y a les entrepreneurs qui sont beaucoup intéressés à la main-d'œuvre des étrangers. On a besoin d'immigrés, mais en même temps, il faut dire qu'il y a une part de la population italienne, européenne et aussi tunisienne, en considérant les immigrés de l'Afrique subsaharienne, qui
on perd. Qui on perd parce qu'il pense peut-être qu'il peut perdre le travail ou peut-être que les nouveaux arrivés peuvent abaisser les salariés, par exemple. Donc il faut réfléchir comment on peut aider les plus fragiles de les sociétés qui accueillent les immigrés à éviter qu'ils cherchent des protections chez les populistes. Alors, moi je pense qu'il faudrait être sincère, donc on peut dire qu'il n'y a pas de soucis. Il y a des soucis. Les immigrés, une chose, on a besoin d'immigrés, c'est true, c'est vrai, pardon, mais il faut en même temps comprendre comment on peut aider les plus fragiles de la population qui accueillent les immigrés. C'est une question qui a été bien étudiée, par exemple, par le professeur George Borías en considérant les conséquences économiques des immigrés cubains en Floride. Il a bien expliqué ça. Les immigrés sont exceptionnels, ils sont très utiles aux plus riches de la société d'accueil. Il faut dire ça. Ils sont les plus riches qui gagnent et les plus pauvres qui perdent par la globalisation et par la migration. C'est tout. Ça ne signifie pas qu'il faut chasser les immigrés, ou qu'il faut, je ne sais pas, investir en le populisme, c'est ça. Non, mais il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un sujet qui a été aussi étudié en 1980 par George Borías, qui est un professeur de Princeton. Il a été étudié par Alejandro Portes, qui est un collègue de Princeton, qui a été étudié par Pippa Norris, qui travaille à Stanford, qui a été étudié dans la fin de 1800 par Karl Marx. Quand Karl Marx parle de l'immigration irlandaise en anglais, je vais lire qu'est-ce qu'il a écrit dans les 1870. L'Irlande fournit sa manœuvre au marché du travail anglais, ce qui fait baisser les salaires et affaiblit la position matérielle et morale de la classe ouvrière anglaise. Chaque centre industriel et commercial d'Angleterre compte désormais une classe ouvrière divisée en deux camps hostiles, les prolétaires anglais et les prolétaires irlandais. L'ouvrier anglais déteste l'ouvrier irlandais et l'ouvrier irlandais déteste l'ouvrier anglais. Il nourrit des préjugés religieux, sociaux et nationaux. Cet antagonisme, il va conclure comme ça, cet antagonisme est artificiellement alimenté et renforcé par la presse et par tous les moyens dont disposent les classes dirigeantes, les classes plus riches, les capitalistes, l'aristocratie rurale contre les plus pauvres. Ça a été Karl Marx en 1870. Alors, c'est grâce à Marx qu'on peut bien expliquer pourquoi un pays comme l'Italie, qui a un très haut niveau de désoccupés, il cherche en même temps immigrer, parce qu'il coûte moins cher. Parce que notre entrepreneur cherche personne qui coûte moins cher. C'est ça. En ce qui concerne donc, c'est ça peut-être le grand souci que j'ai essayé d'expliquer, je suis désolé pour les Français. Donc, quelle peut être la solution? Parce que c'est ça, il faut être impérialiste, moi je pense. Et moi, je pense qu'il faudrait chercher de nouveaux paradigmes. À mon avis, une des solutions peut être redistribuer les avantages que la globalisation et l'immigration produit dans les sociétés d'accueil. Il faut, par exemple, il faut tasser
l'entrepreneur qui paie ou qui use les main-d'œuvre étrangers à bon prix, il faut tasser les grands multinationaux qui ont établissement dans les paradis fiscaux et utiliser les revenus de ce financement pour aider les périphéries d'Italie, les périphéries européennes, tout le monde où il y a une concurrence entre les pauvres ou les plus fragiles de la population italienne et européenne et les plus fragiles qui sont aussi les nouveaux arrivés parce qu'ils ont besoin d'être intégrés, de chercher aussi la possibilité d'améliorer leur situation économique. Alors, à mon avis, les problèmes concernent comme trouver une balance entre ces sujets, donc les fragiles de la population d'accueil et les droits des immigrés de chercher une vie meilleure et d'être intégrés, d'être respectés comme êtres humains parce qu'ils sont bien sûr des êtres humains. Alors j'ai conclu seulement en disant que peut-être on a besoin de changer peut-être notre outil. Et il faut chercher ensemble, non? Parce que j'ai essayé et je n'ai pas trouvé seule la solution. J'ai proposé quelque chose que j'ai lu dans les publications des collègues internationaux. Mais j'ai la peur que ce n'est pas facile de changer le paradigme parce que, comme a dit Tolstoï, tout le monde veut changer le monde, mais personne ne veut se changer soi-même. Et alors c'est ça le grand souci et il faut investir en ce sujet-là. Merci.